Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Depuis plusieurs mois, les soignants de tous les hôpitaux du pays sont exsangues de la pandémie et de leurs conditions de travail. L'hôpital subit une hémorragie de démissions qui aggrave ses difficultés. J'en veux pour exemple l'hôpital de Carhaix, menacé comme tous les hôpitaux en zone rurale. Si des services ferment, les patients devront faire plus d'1 heure de voiture pour trouver un hôpital. Votre précédent gouvernement n'a formulé qu'une seule promesse pour cet hôpital: demander une enquête aux inspecteurs de l'IGAS. Depuis ce matin, la canicule est là. Les conséquences de ces fortes chaleurs commencent à se faire sentir. Enfin, l'épidémie de Covid-19, avec sa 7e vague, est au plus haut. Face à cette crise, vos réponses passées et présentes sont insuffisantes. Les 41 recommandations de la mission Flash Braun ne sont pas une réponse aux crises que vont subir les urgences cet été, personnel manquant, canicule, Covid. Monsieur le ministre Braun, votre collègue Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes, a même affirmé que vos recommandations étaient affligeantes et mettent la population en danger. Ces recommandations ne répondent pas à la crise des services d'urgence, qui n'est que le symptôme plus large de la crise de l'hôpital et des déserts médicaux. Madame la Première ministre, ma question est simple. Combien de morts faudra-t-il pour que vous preniez enfin les mesures qui s'imposent? Allez-vous trier? Merci. Vous avez écoulé votre temps, ma chère collègue. Madame, ma chère collègue, c'est fini. Oui, notre système de santé est malade. Oui, notre système de santé souffre. Il faut le reconnaître. Et cela fait partie de la mission qui m'a été confiée par ma prédécesseure. Trouver des solutions pratiques, recherchées sur le terrain pour réussir à passer cette phase de l'été. Bien sûr, ce ne sont pas des solutions qui vont résoudre tous les problèmes du système de santé, ni tous les problèmes de l'hôpital, merci, ni tous les problèmes de l'hôpital. Ce sont des solutions qui, dans notre jargon, nous appelons damage control, c'est-à-dire la possibilité, et je pense que Christophe Prudhomme le comprendra bien, la possibilité d'arrêter l'hémorragie avant de soigner réellement le patient. Alors, ces solutions, ces 41 recommandations, je l'ai dit, elles viennent du terrain. Elles ne sont pas issues d'un groupe de réflexion complètement déconnecté. Elles ont été réalisées par des professionnels de terrain, généralistes et urgentistes, qui sont allés voir, et je suis allé voir, sur le terrain ce qui était fait, ce qui était opérationnel, ce qui fonctionnait, les raisons pour lesquelles elles fonctionnent, et permettre, dans un principe de boîte à outils, à l'ensemble de nos structures d'urgence, à l'ensemble de nos hôpitaux, à l'ensemble de notre système de santé d'avancer. Vous le savez comme moi, vouloir se concentrer sur la problématique des services d'urgence est une erreur. Les services d'urgence sont à la conjonction de problèmes liés à la ville et de problèmes liés à l'hôpital. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Croire que l'on peut simplement régler les services d'urgence, les problématiques actuelles en s'attachant aux services d'urgence, c'est une erreur. Il faut prendre en compte l'amont, la ville, l'aval, l'hôpital, la coordination entre eux. Et c'est exactement en cela que les 41 recommandations sont précises. Maintenant, je tiens à vous dire que j'ai entendu dire que les recommandations voulaient fermer les services d'urgence, empêcher nos concitoyens d'y accéder. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Nos concitoyens ne trouveront pas porte close, ils trouveront toujours un soignant pour s'occuper d'eux et les réorienter. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'hôpital est peut-être le plus beau et sans doute le plus nécessaire des services que la communauté se doit de rendre aux citoyens. L'hôpital public, c'est la société qui dit aux hommes « toute vie par elle-même vaut d'être préservée ». Quelle grandeur que l'on entend dans ces mots simples « service public ». L'hôpital public est un sanctuaire et pourtant chaque année l'hôpital frémit, l'hôpital tremble, l'hôpital crie vers nous. Chaque année les services de réanimation partout en France sont saturés, chaque année les médecins clament dans le désert. Ces mots, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce ne sont pas les miens mais ceux de Victor Hugo, l'un de nos illustres prédécesseurs. Ils ont été prononcés sur ces bancs en 1851. En 2022, 171 ans après, l'hôpital continue de frémir, de trembler et de crier vers nous.
Quelle que soit notre place dans l'hémicycle, ce cri, nous l'avons entendu et nous devrons continuer d'apporter des réponses fortes qui permettront de sauver notre hôpital public et ses agents exemplaires. Ma question aujourd'hui porte sur la capacité de nos services d'urgence à assurer une prise en charge sûre et de qualité cet été. Vous le savez, les tensions dans les services d'urgence sont nombreuses partout sur notre territoire. L'année dernière, l'hôpital de Lisieux, situé dans ma circonscription, avait été contraint de fermer son service d'urgence la nuit durant 3 semaines au mois d'août. Ce samedi soir, son service d'urgence pédiatrique sera fermé de 18 h à 8 h. Les urgences de l'hôpital de Falaise ont réussi pour l'instant à assurer une continuité de la prise en charge cet été, mais au prix de grands sacrifices. Depuis hier, au CHU de Nice, les urgences sont saturées et à l'heure où nous parlons, plus d'une centaine d'hôpitaux sont contraints de fermer ou de réguler leurs services d'urgence. Ma question est simple. Vous avez ordonné, Monsieur le Ministre, la mise en œuvre des recommandations de la mission Flash. Les mesures qui seront appliquées permettront-elles à nos services d'urgence et au personnel mobilisé... Merci beaucoup, mon cher collègue. Monsieur... Ma mission, en tant que ministre chargé de la Santé, en tant que médecin, c'est de permettre à chaque Français d'être pris en charge correctement, de façon adéquate, lorsque cela est nécessaire. De façon adéquate, ça ne veut pas forcément dire systématiquement dans un service d'urgence. Nos services d'urgence font face à une tension qui, je l'ai dit, a des raisons multiples. Mauvaise articulation entre la ville et l'hôpital, démographie médicale inadaptée, soignants mobilisés pendant 2 ans et demi face à cette crise et maintenant épuisés. La Première ministre a fait le choix de retenir les propositions de la mission Flash pour la période estivale et d'en pérenniser certaines dans le temps sur la base d'une évaluation que nous allons conduire pendant tout l'été. Il est hors de question de maintenir des mesures qui ne seraient pas efficaces. Nous avons veillé à proposer des solutions concrètes pour maintenir cet accès aux soins pendant l'été. Et je tiens ici à rassurer tout le monde, les urgences vitales sont et seront toujours assurées en tout point du territoire. Il est hors de question de dégrader la prise en charge des urgences de nos citoyens qui en ont le plus besoin. Les propositions déclinées reposent sur la responsabilité de chacun d'entre nous. En appelant le 15 avant de se déplacer aux urgences, parce qu'il y a probablement une meilleure solution que d'aller vers un service d'urgence. En étant réorienté, en se présentant dans un service d'urgence, vers là aussi une solution plus adaptée. En jouant sur la disponibilité des professionnels avec des mesures d'attractivité et pour la première fois, la reconnaissance de la notion de pénibilité dans le travail de nuit. Enfin, une meilleure coordination, entre la ville et l'hôpital. Comme je l'ai dit, contrairement à ce que j'ai pu entendre, ce rapport ne préconise en aucun cas la fermeture des urgences la nuit. Nos concitoyens trouveront un accueil. Ils trouveront un professionnel de santé qui pourra évaluer leur situation et les rediriger vers la meilleure solution. Merci, Monsieur le Ministre. Le scandale Uber est révélateur de votre vision de la société qui dérégule, casse le droit du travail, maltraite les salariés. C'est ce que vous tendez à appliquer aux hôpitaux au nom d'une rentabilité surannée. Ainsi, plus de 120 services d'urgence hospitalière sont en souffrance. Des milliers de lits sont promis à la fermeture pour cet été, s'additionnant aux 17 000 lits fermés ces 5 dernières années. Dans le seul département du Cher, par manque d'infirmières et aides-soignantes qui jettent l'éponge, 270 lits fermeraient cet été, engorgeant encore plus des services qui n'en peuvent plus. Les maternités vont tout aussi mal et les femmes sont inquiètes. À Orléans, par exemple, et partout en France, ce sont des femmes sur le point d'accoucher qui sont dirigées à 50, voire 80 km, faute de personnel soignant. Face à cette situation critique, vos réponses valident une rupture du service public, en normalisant le fonctionnement en mode dégradé des urgences la nuit, voire même en incitant à leur fermeture au nom d'une mutualisation de moyens. Les inégalités territoriales vont ainsi s'accentuer. Comment accepter que des équipes d'urgence partent sans médecin? Comment accepter qu'une femme n'accouche pas là où elle s'est préparée? Comment affirmer que la solution serait de faire appel à la médecine de ville alors même que la désertification médicale avance inexorablement? Comment accepter le versement de primes de 3 000 voire 5 000 € à des personnels soignants pour l'été, provoquant division et dégoût parmi les anciens qui n'y auraient pas droit? Comment comprendre votre inflexibilité pour ne pas réintégrer tous les soignants dont nous avons besoin? Les solutions sont complexes, mais le relèvement significatif des rémunérations des personnels soignants, l'encadrement strict
des règles de l'intérim, la mise en place d'un véritable plan équilibré de structuration de l'hôpital public avec les moyens y afférents sont une nécessité. Madame la Première ministre, quand allez-vous entendre cette inquiétude et cette souffrance qui montent et permettre à la représentation nationale un grand débat sur ce sujet pour en finir avec les politiques libérales destructrices? Je vous remercie. En effet, notre système de santé connaît actuellement des problèmes structurels importants que ces 2 années et demie de crise sanitaire ont particulièrement mis en exergue. Pour autant, l'implication des personnels soignants est totale. Ce sont eux qui tiennent aujourd'hui notre système de santé, ne comptant pas leurs heures, et je veux leur rendre hommage. Les constats sont connus. Démographie médicale inadaptée aux besoins, déserts médicaux, mauvaise articulation entre la ville et l'hôpital, je l'ai dit, personnel soignant en quête de sens, métiers en perte d'attractivité, politique de prévention insuffisamment développée, etc. Face à cela, des choses ont déjà été faites très clairement ces dernières années. Mais ce n'est qu'une étape. Nous devons aller plus loin pour régler des problèmes structurels accumulés depuis des décennies qui désormais sautent aux yeux. Pour cela, je n'entends pas depuis mon bureau du ministère dire à chacun ce qu'il doit faire. Au contraire, je crois en la concertation et aux solutions qui viennent du terrain. Cela a été la méthode utilisée pour construire la réponse aux difficultés actuelles des urgences. Ce sera la solution utilisée demain. Vous le savez aussi, je pense que notre système de santé basé sur un système d'offre de soins doit être rénové pour un système de santé basé sur la réponse aux besoins de santé. Cette réponse aux besoins de santé nous imposera d'être beaucoup plus collaboratifs qu'aujourd'hui. C'est tout le sens de la conférence des parties prenantes qui permettra, dans la concertation apaisée, en écoutant d'abord ce que nous disent les Français, les soignés, les soignants, les élus, de rénover notre système de santé. La prévention est aussi un outil essentiel pour améliorer le niveau de santé des Français. C'est aussi un outil qui nous permettra de faire des économies. Merci. Monsieur le ministre, depuis une semaine et hier encore, vous ne cessez d'affirmer que la réintégration des personnels hospitaliers non vaccinés n'est pas possible en l'état. Selon les moments et les lieux, vous invoquez pour soutenir votre position ou la reprise de l'épidémie, ou le fait que les soignants non vaccinés risqueraient de contaminer leurs collègues ou des personnels hospitalisés. Sur ces derniers points, vous aurait-il échappé, Monsieur le ministre, que l'on peut être vacciné et transmettre quand même la maladie? Sans doute pas. Comme cela n'a pas échappé à votre ministère qui, dès janvier dernier, autorisait des soignants vaccinés mais positifs au Covid et ressentant des symptômes d'aller quand même travailler. Ubu au ministère de la Santé, c'est donc pour des négatifs au Covid l'interdiction de travailler car non vaccinés et pour des positifs le droit d'entrer dans l'hôpital au motif purement administratif qu'ils sont vaccinés. En décidant d'exclure les agents hospitaliers non vaccinés, ce ne sont pas des machines que vous avez mises au rebut, ce sont des êtres humains avec leurs familles que vous avez jetés dans la précarité. Ces 12 000 Français ne vous demandent pas un chèque alimentation, ils ne veulent qu'une chose, que vous leur rendiez leur travail, leur salaire et leur dignité. J'ai noté qu'hier, vous avez finalement admis que ce sujet pouvait désormais être considéré comme d'actualité. Alors, Monsieur le ministre, pour passer des paroles aux actes, pour quelles raisons n'avez-vous pas encore déposé un amendement pour réintégrer ces 12 000 soignants, puisque les amendements allant dans ce sens déposés par vos oppositions ont été scandaleusement déclarés irrecevables? Merci. L'épidémie de Covid-19 continue à sévir et nous connaissons actuellement une 7e vague avec un niveau élevé de circulation du virus parmi tous nos concitoyens et particulièrement dans votre région. Je veux d'abord dire fort et clair que la vaccination a été et est toujours une arme de protection massive. C'est grâce à elle que nous avons réussi à sauver des vies et à permettre de sortir des mesures strictes de la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est elle qui nous a redonné espoir dans nos services d'urgence et dans nos réanimations. S'agissant des personnels de santé, je veux tout d'abord rappeler que dans leur immense majorité, à plus de 99%, ils se sont vaccinés, ont contribué à protéger les plus fragiles d'entre nous, dans les EHPAD, dans les hôpitaux.
Ils ont été eux-mêmes protégés et ont ainsi tenu dans les services pour prendre en charge nos concitoyens. Il faut leur rendre hommage, vraiment hommage. Les non-vaccinés sont peu nombreux. La FHF nous le disait il y a quelques jours, Fédération hospitalière de France. Moins de 500 sur 263 000 infirmiers dans le service public hospitalier. Dans ce contexte de reprise épidémique, le président de la République l'a dit, ce n'est pas le moment de revenir sur cette question de vaccination. Mais cela ne veut pas dire que la question ne doit pas se poser en fonction de l'évolution de la situation épidémique et au vu des autorités scientifiques qui sont consultées sur cette question. Dans le cadre, en tout état de cause, je m'engage, dans le cadre de l'examen en cours du projet de loi Covid, de donner un point de rendez-vous sur la base du rapport d'information que vous avez souhaité en commission des lois à l'automne pour faire le point sur la situation. Je vous remercie. C'est un rappel au règlement au titre de l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale sur la recevabilité financière des amendements. Hier, nous avons laissé le débat en suspens, renvoyant à une conférence des présidents. Et cette conférence des présidents a eu lieu ce matin. Et nous avons découvert de manière atterrée que la présidente de l'Assemblée nationale, la présidente relative, de l'Assemblée nationale, a décidé toute seule, par un acte autoritaire plutôt, de rejeter un amendement qui avait été pourtant rendu recevable par le président de la Commission des finances avec des arguments de fond. Et elle l'a rejeté sans aucun argument de fond. Ceci ne respecte pas la procédure prévue à l'article 89, Madame la Présidente. Il est prévu d'ailleurs que les amendements, certes, la recevabilité des amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée est appréciée par le président, point, ce qu'elle n'a pas fait. Le dépôt est refusé s'il apparaît que l'adoption en conséquence à l'article 40, c'est ce qui n'a pas été fait non plus. En cas de doute, le président, après avoir consulté le président du rapporteur général de la Commission des finances et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet. Donc, il y a eu un doute, c'est la procédure, et elle a demandé l'avis au président de la Commission des finances, procédure habituelle. Une fois qu'elle a eu cet avis, c'est marqué, le dernier point de la procédure, c'est à défaut d'avis, le président peut saisir le bureau de l'Assemblée. L'avis a été rendu, le bureau de l'Assemblée n'a pas été saisi, alors qu'il y avait eu une demande d'avis. Donc la procédure de l'article 89 n'a même pas été respectée. Donc il y a un problème. Soit la présidente de l'Assemblée nationale dit dès le départ, la présidente relative, dès le départ, explique que c'est sa prérogative et qu'elle ne saisit pas le président de la Commission des finances, sauf qu'elle l'a saisi et elle le contredit sans argument de fond encore une fois. Nous avons vu que sur la réintégration des soignants, ça peut être considéré comme une charge de gestion. C'est d'ailleurs ce qu'applique le Sénat pour la recevabilité de ces amendements. Je ne crois pas que ce soit des anticonstitutionnalistes forcenés ou des révolutionnaires patentés. Bien au contraire, ils respectent eux aussi la Constitution et l'article 40 qui le compose. Donc, je demande que la présidente relative de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, vienne s'expliquer devant nous de la décision qu'elle a prise seule. Madame la Présidente, c'est aussi un rappel au règlement sur le fondement de l'article 89 sur la recevabilité financière suite au débat que nous avons commencé hier soir à la fin de notre séance. Plusieurs arguments ont été invoqués par à la fois monsieur le rapporteur mais également le précédent président de la Commission des finances, monsieur Woerth, indiquant que quelque part il y aurait eu un changement d'avis du président de la Commission des finances entre la Commission et la séance. Je souhaite indiquer qu'il y a des amendements qui sont des amendements différents entre la Commission et la séance. Pour exemple, le groupe GDR, devant le refus et l'irrecevabilité en commission d'un amendement sur la réintégration des soignants, a modifié son amendement pour la séance. Et on nous rétorque pourtant qu'il aurait été le même alors qu'il est largement modifié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi j'aimerais quand même des explications quant aux arguments que nous avons avancés sur le fait que la réintégration des soignants repose sur des crédits déjà votés en 2021 par les députés et donc il n'y aurait pas, avec la réintégration des soignants, de nouvelles charges. Troisième argument, et à mon avis un des plus importants, c'est que sur un des arguments qui a été rejeté au titre de l'article 40, qui parle d'une possibilité pour les directeurs d'hôpitaux
eh bien, de réintégrer les soignants. Je parle bien d'une possibilité. C'est un argument que nous avions déposé déjà en 2021 dans un texte qui traitait de la gestion de la crise sanitaire. Eh bien, ce même amendement avait, lui, été discuté lors du texte, à la fois en commission et en séance. Il n'avait pas été tapé de l'irrecevabilité financière. Donc nous avons besoin, et je souscris à la demande que Mme Braun-Pivet vienne ici expliquer, pourquoi un amendement discuté et accepté, enfin discuté en 2021 ne l'est plus au titre de la recevabilité financière en 2022. Je vous remercie. Merci. Sur ces rappels au règlement, la question que vous avez soulevée, Mme Faucillon, et qui est celle soulevée par M. Bernalicis, vous le savez, a fait l'objet de plusieurs rappels au règlement dès hier soir. C'est une question qui a été largement évoquée ce matin et tranchée en conférence des présidents. Je n'ai pas pouvoir pour revenir sur cette décision, mais je ne manquerai pas de faire part de votre intervention à la présidente. Oui, nous voilà à l'examen de ce premier article. Et on reste un peu sur notre fin suite au rappel au règlement sur la recevabilité financière de nos amendements. On voit qu'il n'y a aucune espèce d'argument de fond, ni ce matin en conférence des présidents, ni maintenant dans l'hémicycle, et qu'il y a des actes anti-parlementaires qui sont faits par la présidente Yaël Braun-Pivet contre la capacité que nous avons à amender. Et c'est là un scandale qu'il faudra éclaircir séance tenante et qu'elle vienne s'expliquer, je le redis et j'insiste. Et j'insiste. Sur ce premier article sur SIDEP, on a vu, et parce que nous avons un expert sur les bancs en face, je pense au collègue Philippe Gosselin qui siège à la CNIL a fait la démonstration qu'elle avait fait, elle, son travail, quand le gouvernement, lui, ne l'a pas fait. Il avait promis de faire des rapports successifs, justement, sur l'efficacité du dispositif SIDEP pour lutter contre la pandémie, parce qu'il ne s'agit pas de collecter des données pour le plaisir. C'est dans un objectif donné, d'ailleurs c'est précisé dans la loi. Or, ces rapports n'ont jamais été livrés, et il y en a un qui a été livré très dernièrement, il y a à peine un mois ou deux, et ne permettant pas à la CNIL de se prononcer efficacement sur le sujet. Donc on ne peut pas vous faire confiance. Et j'ajouterai même que ce fichier SIDEP est une passoire à double sens. À la fois, il peut y avoir des données qui s'échappent, même si les gens sont soumis au secret, et quelle garantie on a qu'ils le respectent? Pas vraiment, pas vraiment. Et on a même eu, souvenez-vous, le Canard enchaîné l'avait révélé, qu'un compte d'un médecin avait été piraté pour faire des faux passes sanitaires par milliers. Par milliers. Et oui, c'est ça que permet aussi le service SIDEP, en fait. Vous faites des fausses identités, et c'est d'ailleurs le médecin en question, je crois, était de la famille du directeur général de la police nationale. C'est quand même assez cocasse, quand même. Hein. Donc, finalement, il y a un sujet, quand même, de perméabilité de ces systèmes d'information, et vous n'avez, pour l'instant, jamais fait la démonstration de l'utilité et de l'efficacité de ce dispositif pour lutter contre la pandémie. Au détour de nos débats, revient dans nos esprits les plus de 2 années que nous avons vécues ici dans cette Assemblée à préserver du mieux que nous le pouvions les libertés publiques. Et il faut donc, Madame la Ministre, que vous ne sous-estimiez pas qu'au détour de chacun des articles qui sont dans cette loi-là, nous veillons, comme depuis 2 ans, à ce que les libertés publiques soient le mieux préservées possible. Il y a 3 sentiments qui me paraissent inquiétants dans notre démocratie aujourd'hui. Le premier, c'est l'accoutumance. Nous avons des sentiments auxquels nous nous habituons. Nous avons des dérogations, des exceptions, des règles auxquelles nous dérogeons avec une facilité de plus en plus grande. Dans une démocratie, l'accoutumance est un véritable problème. Et il est vrai que lorsqu'avec un peu de recul, on regarde ce que nous considérons aujourd'hui comme banal, nous savons qu'il y a 3, 4, 5 ans de cela, nous ne l'aurions pas accepté. C'est vrai sur le secret médical, c'est vrai sur la gestion des données de santé, c'est vrai sur tant et tant d'autres libertés publiques. Cette accoutumance-là, ce fléchissement de nos convictions et de notre attachement aux libertés publiques est un grand danger. Le deuxième sentiment dangereux qui nous guette, c'est sûrement celui du goût de la fracturation, peut-être même du goût de la punition. Derrière la non-réintégration des soignants, il est possible que traîne ce goût de punir ceux qui ne seraient pas rentrés parfaitement dans la règle. Ce sentiment, je ne sais pas s'il existe. Tout ce que je sais, c'est que nous devons le rejeter le plus loin possible. L'accoutumance aux privations de liberté, la fracturation de la société, le goût de la punition et de l'exclusion de certains de nos concitoyens dont on considérait qu'ils n'ont pas été parfaitement citoyens, ce sont 3 dangers absolument immenses. Et lorsque, notamment sur nos bancs, nous plaidons pour réétudier la réintégration
des soignants. Nous le faisons parce qu'il faut à nouveau installer la concorde dans notre société. Cette période sanitaire a considérablement affaibli la concorde. Entendez ce message que nous défendons. Pendant les questions au gouvernement, des députés sur tous les bancs de cette Assemblée ont appelé l'attention du gouvernement sur le drame des urgences. Oui, il y a plus d'une centaine de services d'urgence qui sont en très grande difficulté. Dans beaucoup de villes de France, c'est fermé la nuit. Nos concitoyens ne comprennent pas le sens de nos débats aujourd'hui. On aurait pu imaginer que le premier projet de loi examiné sous cette législature concerne une réponse à ce drame, alors même qu'il y a des milliers de soignants qui ont bien fait leur travail, qui ont été exclus, qui sont sans rémunération, qui sont abandonnés, méprisés, qui n'attendent qu'une chose, c'est faire leur métier, soigner, aider. J'ai rencontré des infirmières réanimatrices, anesthésistes, j'ai rencontré des aides-soignants dans des hôpitaux, ils sont chez eux dans la misère. Et vous ne faites rien. Et vous utilisez une espèce d'artifice procédural pour éviter qu'on aborde cette question fondamentale et qui est un amendement qui emporte la majorité et qui répond à une urgence. L'urgence est de soigner les Français cet été. Et vous préférez avoir un projet de loi qui, en vérité, est dans la contradiction totale. Parce que vous nous avez expliqué, le ministre nous a expliqué, que c'était fini l'état d'urgence. Très bien, on pourrait dire bravo. Mais alors pourquoi rajouter 2 articles qui vous donnent les pleins pouvoirs? Si c'en est fini de l'état d'urgence, nous pouvons très bien nous revoir quand vous voulez pour répondre à une situation d'urgence qui pourrait advenir. Mais il y a une contradiction manifeste dans votre projet. En fait, vous ne voulez pas vous déjuger. Et vous ne voulez pas vous déjuger, notamment sur la fameuse intervention du président de la République le 12 juillet dernier, qui a menti droit dans les yeux à tous les Français en expliquant que s'ils se vaccinaient, il y aurait 12 fois moins de transmission. Et il s'est avéré qu'après X doses, eh bien, on en est à la 7e vague et que donc le vaccin ne joue pas sur la transmission. Donc vous pouvez réintégrer les personnes non vaccinées pour soigner, aider. Ce sera au moins une bonne chose pour les Français. Merci. Et moi, je souhaitais tout d'abord soulever diverses objections et les apporter au débat par rapport à cet article premier dont cet amendement demande la suppression. Tout d'abord sur sa rédaction et le contenu de l'article. Premièrement, le fait que la récolte, le traitement des données personnelles ou concernant la santé des personnes puisse se faire sans leur consentement, ce n'est plus réellement proportionné à la situation sanitaire aujourd'hui. Et puis, d'ailleurs, ça concerne non seulement leur santé, mais aussi la situation des personnes qui ont été en contact avec des personnes contaminées, ce qui arrive chaque jour, même quand elles sont vaccinées ou immunisées. Et deuxièmement, le fait que le système d'information puisse être modifié et remis en place par décret à tout moment et échappe un peu à notre contrôle parlementaire. Et puis enfin, plus globalement, d'autres objections à cet article. Tout d'abord, l'impact hospitalier de la situation pandémique n'est plus du tout le même qu'il y a quelques mois ou qu'il y a 2 ans. Avec 130 ou 150 000 contaminations par jour à l'époque, nous aurions eu des mesures de confinement. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui et les services d'urgence ne sont plus engorgés. Il y a la question qui a été soulevée juste avant du refus de réintégrer les soignants non vaccinés, même quand ils sont immunisés, que ce soit par la contamination et même quand ils sont négatifs au Covid. Et puis enfin, la gestion de cette épidémie, nous l'avons souvent dénoncée pendant les différentes périodes de mesures sanitaires, elle a été erratique, souvent des mesures qui venaient à contretemps, qui étaient décalées ou en tout cas qui ont été largement inefficaces. Et pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 1er. Je vous remercie. Chers collègues, rappelons tout d'abord que les systèmes d'information dont vous souhaitez la prorogation sont des fichiers permettant le traitement de données médicales particulièrement sensibles. Elles peuvent relever du suivi médical des patients comme de leur vie privée, le lien avec les cas contacts, les déplacements, la profession, etc. Et ce, sans le consentement des personnes concernées. L'article 11 de la loi du 11 mai 2020 a autorisé la constitution de ces fichiers de collecte des données à caractère personnel concernant la santé afin qu'elles puissent être traitées et partagées par dérogation au secret médical. Or, ces dérogations au secret médical sont inédites dans le cadre de fichiers d'une telle ampleur, tant par le nombre des personnes susceptibles de les consulter que des données recueillies. Ces systèmes d'information qui mettent en place un système de recensement et de traçage des personnes contaminées ont été présentés comme temporaires par le gouvernement. Leur durée de vie était initialement limitée à 3 mois, mais elle a ensuite été plusieurs fois prolongée.
Aujourd'hui, le gouvernement souhaite un nouveau report de ces systèmes d'information au 31 janvier 2023. Au regard des protections constitutionnelles et conventionnelles du droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, les atteintes portées à ces droits par la création de ces fichiers doivent, comme l'a rappelé la CNIL, être à la fois justifiées par un motif d'intérêt général, limité dans le temps, mais également nécessaire et proportionné à la réalisation de cet objectif. Or, eu égard à l'atteinte portée à la vie privée par ces systèmes d'information numérique et du risque s'agissant de la protection des données personnelles, particulièrement sensibles, nous refusons de proroger ces systèmes d'information dont l'efficacité dans la lutte contre la prorogation de l'épidémie de Covid-19 n'est par ailleurs pas avérée. Le gouvernement n'ayant pas apporté d'éléments concrets d'évaluation de leur efficience dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Nous demandons donc la suppression de l'article 1er. Alors que les différents pics de pandémie ont privé durant plusieurs mois nos concitoyens des libertés les plus fondamentales, comme par magie, durant la campagne présidentielle et ensuite la campagne législative, le Covid-19 a disparu, à la fois de la rengaine gouvernementale, mais aussi du manège médiatique. Maintenant que les échéances sont derrière nous, le Covid revient à nouveau sur le devant de la scène. Ce ne sont pas les propos doucereux du ministre de la Santé, qui répète ni plus ni moins ce que son successeur a asséné durant des mois, qui vont nous rassurer quant au retour d'une vie normale. Cette approche liberticide, les Français n'en veulent plus. Les contrôles incessants, le fichage, la stigmatisation d'une partie de la population, les obligations déguisées, les Français n'en veulent plus. Comme ils ne veulent plus également que le président ait envie de les emmerder. Pour toutes ces raisons, mon amendement vise à supprimer l'article 1 qui permet de conserver le pass sanitaire et de conserver nos données à caractère personnel. Notre amendement veut supprimer l'article 1 qui prolonge l'usage des données de santé personnelle associées à l'épidémie de Covid-19. Car à aucun moment, le gouvernement n'a fait la démonstration de l'utilité de ces outils qui sont pourtant extrêmement intrusifs sur des données sensibles. Surtout, ce texte est à côté de la plaque. Votre loi, étudiée en procédure accélérée, ne comporte aucune mesure pour répondre à la vraie urgence, la situation de l'hôpital public. Je n'ai pas de chronomètre. Or, si notre hôpital est en crise, c'est de votre faute. Vous vous plaignez d'une situation que vous avez mise en place. Ce sont vos mesures et surtout vos absences de mesures qui ont fait fuir le personnel soignant. Or, c'est ce manque de personnel qui met en danger notre hôpital et nos concitoyens. Vous êtes coupables. Vous comptez maintenant sur les soignants retraités pour qu'ils reprennent une activité. Nous avons mieux à vous proposer, réintégrer les personnels soignants, laisser tranquilles les retraités. Vous nous avez dit qu'il y a 12 000 personnels soignants, l'hôpital en a besoin. Vous devez agir plus efficacement. Faites la gratuité des tests et des masques FFP2. Installez des purificateurs d'air dans les lieux publics. Commencez par les écoles pour protéger nos enfants. Battez-vous à l'OMC pour obtenir la levée des brevets sur les vaccins, pour permettre aux pays pauvres d'y accéder, mais aussi pour faire cesser le scandale des super profits de Pfizer, BioNTech et compagnie. Voilà quelques mesures qui auraient mérité une procédure accélérée. Votre article 1 ne sert à rien. Nous proposons de le supprimer. Je me souviens des discussions, des 12 ou 13 des discussions que nous avons eues ici. Ce dispositif devait être exceptionnel. Je me souviens très bien des ministres nous disant « ça va durer 6 mois, vous verrez, ce sera fini », parce que c'est une atteinte au secret médical, parce que c'est une atteinte au consentement, parce qu'ensuite la CNIL a donné un avis plus que réservé, et parce qu'enfin, il y a eu des fuites de données considérables. Et puis, le gouvernement n'a pas respecté son engagement. Les rapports qui étaient promis ne sont jamais arrivés. Il y en a un qui est arrivé à la fin. Donc cela veut dire qu'à chaque fois, vous avez trompé les parlementaires. Alors je le dis aux nouveaux qui sont là, ne vous laissez pas abuser une nouvelle fois. Ce dispositif vise à maintenir un collier autour du cou des Français. Alors certes, la laisse est plus lâche, mais le collier est là. Et on devrait quand même s'interroger sur le fait que pendant la campagne présidentielle, juste avant le premier tour, il y avait presque autant de cas qu'aujourd'hui, mais on n'en parlait pas. Et qu'on confond les cas positifs et les malades. Il serait peut-être temps d'arrêter cette alimentation de la peur. Je ne nie pas l'épidémie de Covid, je dis simplement, regardons les malades, regardons le réseau Sentinelle, regardons les chiffres de Santé publique France et arrêtons avec ce système de tests qui est une gigantesque escroquerie, qui coûte une fortune aux Français et cet argent-là ferait mieux d'être investi dans nos hôpitaux.
Si nous voulons continuer à voyager au sein de l'Union européenne, je pense que ça intéressera tous les collègues qui voyagent en Europe, et on a besoin de ces outils pour justement émettre le certificat sanitaire qui permet de voyager au sein de l'Union européenne. Je rappelle que nos collègues européens ont voté, quant à eux, la prorogation de ces outils jusqu'en juin 2023. Enfin, je voudrais apporter un peu de nuance par rapport à cette collecte de données. Nous avons plusieurs finalités dans cette collecte de données et toutes les données ne sont pas... Putain, c'est insupportable. S'il vous plaît. Toutes les données ne sont pas utilisées partout, par tout le monde. Allez-y, Madame la rapporteure. Oui, j'essaye, Madame la Présidente. Ça veut dire qu'il y a des données... On a quelque chose de beaucoup plus fin. Moi, j'ai entendu tout à l'heure dans la discussion générale et sur les amendements de suppression, que toutes les données étaient accessibles à tout le monde. Il faut sortir de ce fantasme. C'est absolument pas le cas. Merci d'écouter, Madame la rapporteure. Il y a 6 finalités et il y a justement deux types de données qui sont recueillies avec le consentement des personnes concernées. Donc je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter, d'autant que dans tous les cas, toutes les données respectent bien sûr le RGPD. Je voudrais faire un petit point sur l'avis de la CNIL du 4 juillet 2022. Alors bien sûr, il pointe des améliorations, bien qu'il souligne la bonne intelligence avec laquelle il travaille avec le gouvernement. Mais en synthèse, et je vous prie de vous rapporter à cet avis-là, puisque c'est bien le dernier, on peut ressortir tous les autres précédemment, mais regardons le dernier avis de la CNIL, qui dit qu'il n'y a pas de disposition majeure qui soit hors des clous, et qu'il y a eu des ajustements techniques et dans le texte par le gouvernement, et que depuis lors, il n'y a rien à souligner de particulier sur ce recueil de données. Enfin, moi, je voudrais juste terminer sur le moment où vous voulez supprimer l'outil informatique. C'est le même moment où on supprime absolument tous les outils. Cette collecte de données, je pense, est absolument primordiale pour terminer, pour sortir de cet état d'urgence. Et c'est donc bien une mesure temporaire. Nous avons effectivement en commission trouvé un point d'entente sur la date de fin janvier. Donc je crois que nous pouvons sagement voter cet amendement. Donc, voter contre ces amendements, pardon Madame la Présidente. Avis défavorable. Le gouvernement mettra un avis défavorable sur ces amendements de suppression, comme vient de l'expliquer Madame la rapporteure. D'abord parce que nous sommes attachés aux libertés. Et justement, cette 13e loi que nous examinons ici permet justement, et comme ça a été souligné par des collègues ici, n'est ni la prolongation des états d'urgence et permet de supprimer au 1er août le pass vaccinal et le pass sanitaire n'existeront plus le 1er août. Donc nous sommes attachés aux libertés et c'est un signe que nous montrons. Oui, oui, oui. La crise sanitaire nous permet de le faire parce que les Français sont majoritairement vaccinés et nous sommes majoritairement vaccinés. Supprimer le SI-DEP, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre le fil de l'épidémie. Eh mais non, c'est vrai. Le SI-DEP permet de réaliser un suivi quotidien et fiable de l'épidémie. Et puis pour l'avoir utilisé encore jusqu'à il y a quelques jours, je peux vous dire qu'il a profondément évolué, qu'il s'est profondément fiabilisé et que nos concitoyens ont tout à fait admis que c'était nécessaire. Ce SI-DEP permet de générer de façon sécurisée, je dis bien sécurisée, les certificats de test et de rétablissement permettant à nos concitoyens de voyager à l'étranger. Et pour certains de nos collègues qui ne siégeaient pas encore sur ces bancs il y a quelques mois, vous rappelez que les données de tests négatifs sont effacées au bout de 3 mois et que les tests positifs sont effacés au bout de 6 mois, ce qui nous permet de les retrouver et de permettre d'établir des certificats de rétablissement à nos concitoyens qui en auraient besoin et qui auraient perdu la première délivrance. Enfin, rappelez que le Conseil scientifique et le Conseil d'État ont approuvé ces dispositions. Enfin, rappelez aussi que toutes les garanties prévues aujourd'hui par la loi sont reprises par ces dispositions. Et enfin, j'ai entendu hier dans la discussion générale que nous étions tous encore motivés par le tester, protéger. Eh bien, si aujourd'hui nous supprimons ce dispositif de SI-DEP, nous ne pourrons plus protéger et isoler les cas contacts des personnes positives. Donc pour toutes ces
Pour toutes ces bonnes raisons, pour toutes ces bonnes raisons, nous ne pouvons pas supprimer ce dispositif à l'heure actuelle dans l'épidémie de crise sanitaire que nous vivons. Monsieur Milienne. Pour ce qui concerne le dispositif et l'article 1er, eh bien, c'est quand même ce qui nous a permis de piloter cette pandémie. Et il n'y a qu'ici, à l'intérieur de cet hémicycle, où certaines oppositions, plus radicales que d'autres, trouvent que nous avons mal fait notre job. Ce n'est pas le cas en Europe. Tous les pays d'Europe trouvent que la crise sanitaire en France a été très bien gérée. Et elle a été très bien gérée grâce à ces outils d'information. Donc, l'opposition systématique à tout... Attendez, monsieur, ça va bien se passer, on ne se connaît pas encore, mais ça va bien se passer. L'opposition systématique à tout, c'est bien pour le buzz médiatique, mais c'est totalement irresponsable pour nos concitoyens. Merci, monsieur Milienne. Bon, alors c'est quand même, on n'a pas dû vivre la même pandémie, parce que moi j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de blouses, qu'il y avait des sacs poubelles, pas suffisamment de masques, pas les bons, pas les FFP2 pour les soignants. Qu'on en était encore là, qu'il y avait eu des ruptures d'accès à certains médicaments. Enfin, je veux dire, bon, votre satisfecit de la gestion de crise est quand même assez lunaire, quoi. Assez lunaire. Donc, on est là sur le site d'elle. Je voudrais rétablir une première vérité. Nous ne sommes pas tombés d'accord sur le texte. Nous sommes tombés d'accord pour, à tout le moins, avoir une date plutôt du dispositif en repli, parce que, au moins, comme ça, c'est moins pire. Voilà le maximum de l'accord que nous avons pu passer. Nous avons demandé une audition du ministre pour pouvoir exercer le contrôle parlementaire. Point barre. Point barre. Nous n'avons jamais dit que c'est grâce à ça que nous soutiendrons le texte. Et d'ailleurs, nous avons fait la motion de rejet, vous l'avez vu, et on continue à maintenir notre opposition, qui est une opposition sur le fond. Quant à ce qui a été dit par la rapporteure tout à l'heure, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas de problème avec le recueil des données et qu'on respectait le RGPD. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le traitement des données et l'accès à ces données par un certain nombre de personnes, c'est-à-dire un nombre extrêmement grand de personnes. Il était prévu dans l'avis de la CNIL qu'il n'était pas possible d'utiliser ces données pour vérifier que les gens étaient isolés, etc. Pourtant, vous l'avez fait, vous avez habilité les personnels des préfectures pour ça. Donc, on a des doutes sur votre capacité à respecter les règles. Et donc, dans ce cas-là, nous nous opposerons à cet article 1. Madame la ministre, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui n'était pas tout à fait exact. Vous dites qu'il n'y a pas de passe à partir du 30 août, je crois, vous nous avez dit. En réalité, vous n'avez sans doute pas lu l'article 2 qui rétablit un pass sanitaire dans tous les transports et nous vous proposerons tout à l'heure des amendements pour en limiter la portée à la seule entrée sur le territoire national. Madame la rapporteure, vous avez quant à vous donné deux arguments. La première, c'est que vous aviez prévu dans la rédaction initiale de supprimer ce dispositif 6 mois après la fin de l'état d'urgence. En réalité, le problème, c'est que vous n'avez cessé de prolonger l'état d'urgence. Donc au bout d'un moment, il faut simplement en finir avec ces mesures qui sont des mesures d'exception. Et le Conseil constitutionnel lui-même dit que quand on traite des données de santé, il faut le faire avec une extrême parcimonie. Donc nous proposons simplement d'en finir avec ces mesures d'exception, c'est tout, c'est une mesure très simple. Donc je vous invite vraiment à adopter cet amendement. Et enfin, vous nous dites qu'il faudrait suivre les recommandations de l'Union européenne, mais madame, nous sommes une nation souveraine, nous pouvons prendre les décisions que nous souhaitons et désobéir à ces traités européens qui ne servent à rien. En fait, par cet amendement, on a une idée. On s'est dit que comme le gouvernement, on ne pouvait pas lui faire confiance, parce qu'on partait de l'expérience empirique, le gouvernement a promis successivement de rendre des rapports à la CNIL sur l'efficacité du dispositif. Il aura fallu attendre, il y a à peine 2 mois pour le dispositif du 4 juillet, l'avis qui a été rendu là. Et donc on s'est dit, et si on conditionnait l'existence du dispositif au fait de transmettre ses avis régulièrement comme c'est convenu. C'est-à-dire que vous ne transmettez pas, le gouvernement ne transmet pas son rapport, alors le dispositif SIDDEP tombe parce que le gouvernement n'a pas rempli ses obligations pour nous garantir un minimum de garantie justement sur nos libertés, l'accès aux données, le recueil, etc. Donc voilà le dispositif que nous vous proposons. Et je ne doute pas que vous puissiez donner un avis favorable, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, madame la ministre, puisque le gouvernement compte, j'imagine, donner les rapports en temps et en heure cette fois-ci. Et justement, comme on vous en demande 2 autres aux articles 3 et 4, si d'aventure le texte est voté, ce qui n'était pas certain à ce stade, on aimerait bien se donner l'assurance et la garantie que ça puisse être le cas et que vous ne soyez pas encore une fois un gouvernement de fait qui fait ce qu'il veut dans son coin et qui ne rend compte à personne, ni à la CNIL, ni à l'Assemblée nationale. La CNIL a contrôlé
plus de 40 fois, comme vient de le dire Madame la rapporteure, exactement 48 fois le système d'information Covid. Ce sont des échanges permanents, des contrôles 48 fois qui permettent de nous dire qu'effectivement, ces contrôles n'ont révélé aucun dysfonctionnement majeur, comme le dit la CNIL. Donc, votre amendement étant déjà satisfait, je vous propose de le retirer. Merci. Il n'est pas du tout satisfait. On ne parle pas de la même chose, en fait. Moi, je n'ai rien à reprocher au travail de la CNIL. La CNIL fait son travail. La CNIL fait les contrôles. Ce dont on est en train de parler, c'est du travail du gouvernement. Il s'est engagé, le gouvernement, à transmettre des rapports à la CNIL pour juger de l'efficacité du dispositif au vu de la lutte contre la pandémie. La CNIL s'est plainte à 4 reprises publiquement. Publiquement, la CNIL a réclamé les rapports du gouvernement. D'accord ? Pas Hugo Bernal ici, on s'en fiche de moi. C'est pas le sujet. Et donc, excusez-nous de ne pas vous faire confiance. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vote de confiance. Chacun aura pu le constater. Mais il est essentiel que le gouvernement puisse faire le minimum syndical qu'on lui demande. Alors, ça a été fait pour le rapport du 4 juillet. Et que dit ce rapport de la CNIL ? La CNIL dit que l'efficacité de Stop Covid et tous anti-Covid est plus que relative. Parce qu'ils n'ont pas voulu être trop sévères quand même. Qu'en gros, ça avait servi à rien du tout pour atteindre l'objectif que vous aviez affiché pour recueillir les données, les traiter et faire des traitements algorithmiques, etc. Et le Bluetooth qui va avec et tout le tintouin. Donc, face à ce genre de comportement du gouvernement, nous voulons avoir des garanties. Si le gouvernement ne remet pas son rapport en temps et en heure, alors le SIDDEP tombe le temps qu'il rende son rapport. Point. Pas compliqué. Merci, Cet amendement vise à diminuer le nombre de personnes ayant accès à nos données de santé afin de protéger au mieux le secret médical auquel nous sommes tous attachés, je n'en doute pas. Car la liste de ceux qui ont accès dans le cadre des dispositifs dont nous parlons aujourd'hui est interminable. Je les cite, accrochez-vous, ça va être long. Le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail, les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d'enseignement scolaire ou des établissements d'enseignement supérieur et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les professionnels de santé ou les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, c'est pas simple, les dispositifs spécifiques régionaux, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer, c'est très vague, les laboratoires, les services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens d'imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées, et enfin les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés. Ça fait du monde. Chers collègues, saviez-vous seulement que vos données faisaient, comme des cyclistes en roue libre et en descente, le Tour de France à toute berzingue ? Nous proposons donc par notre amendement de réduire la liste des curieux au strict nécessaire. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel nous donne raison. Il rappelle que lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une vigilance particulière doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités. Nous ne faisons donc ici que de vous proposer de suivre les recommandations du Conseil constitutionnel en nous efforçant de réduire le champ des personnes ayant accès à ces données de santé très sensibles. Chers collègues, je ne doute pas que vous saurez être clairvoyants en votant pour notre amendement, c'est-à-dire en faisant le choix de protéger les données de santé personnelles de nos concitoyens. Oui, bon. Il y a beaucoup de monde qui a accès à ces différentes données très clairement. Allez-y, chers collègues. Et beaucoup trop, et les finalités sont un peu étranges. D'ailleurs, on avait invité le gouvernement à s'expliquer à l'époque sur qui aurait accès à quoi pour faire quoi. Et dans quel but? Là, finalement, vous dites, ah bah oui, mais c'est les gens qui sont en détresse sociale. Mais il n'y a pas besoin de savoir s'ils ont le Covid ou pas. Quelqu'un qui est en détresse sociale, bah oui, il a le droit d'accéder aux services sociaux, d'avoir des prestations, et qu'on s'occupe de ces personnes. Peu importe qu'il ait le Covid, qu'il n'ait pas le Covid, qu'il soit vacciné, pas vacciné, c'est quoi le sujet? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Il n'y en a aucun. Et d'ailleurs, dans la modification du texte, l'alinéa 3, tout le monde n'a peut-être pas pigé ce que ça impliquait, mais en fait, c'est la demande de la CNIL dans son avis, de ne pas pouvoir utiliser les données pour tracer l'isolement et pour vérifier l'isolement des personnes. Et vous avez supprimé la mention. Mais en supprimant la mention, vous n'interdisez pas d'accéder aux données à cette fin. Donc en fait, vous continuez de le permettre, juste vous ne l'assumez pas et vous vous mettez en conformité avec l'avis de la CNIL. C'est-à-dire qu'en droit, factuellement, ça semble d'équerre et parfait. En fait, vous continuez comme avant. Et je dois vous le dire, à ce stade, nous ne pouvons toujours pas vous faire confiance. Et donc, nous appelons à voter à la fois cet amendement 113 et à voter contre l'article 1er. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'article 1er. L'article 1er est adopté.
Dans les Outre-mer, nous étions déjà habitués au contrôle d'identité à l'entrée ou à la sortie de nos départements. Depuis 2 ans maintenant, nous subissons de façon régulière, de façon répétée, des contrôles sanitaires. Ces contrôles que l'on nous impose, soi-disant, pour nous protéger. Jamais, même dans le Grand Est, quand les hôpitaux étaient submergés, on n'a pensé instaurer une seule seconde des contrôles et réinstaurer des frontières terrestres pour protéger ce département et les autres départements qui subissaient de plein fouet la crise. Alors, on nous indique qu'il n'y a pas de frontière avec les Outre-mer. Effectivement, il n'y a pas de frontière entre le territoire de la République hexagonale et celui des Outre-mer. Mais il y a des frontières géographiques. Et ces frontières géographiques sont instaurées pour stigmatiser une population en lui faisant subir systématiquement des contrôles sanitaires, en plus des contrôles d'identité aux frontières. Alors effectivement, sous l'angle de la légalité, sous l'angle de l'égalité entre les peuples, comme sous l'angle de la protection des libertés individuelles, cet article 2 n'est pas acceptable. Même sous l'angle du pragmatisme, je peine aujourd'hui à penser que pendant 2 ans, votre gouvernement n'a pas pu mettre en place des mesures sérieuses pour venir combler les failles d'un système sanitaire dans ces Outre-mer. Car l'éloignement n'est pas une fatalité. C'est parce que nous sommes éloignés qu'on aurait dû donner les moyens aux départements d'Outre-mer pour que les évacuations sanitaires ne soient pas systématiquement obligatoires. Vous n'avez pas donné les moyens aux Outre-mer et aujourd'hui nous payons doublement, et de par la faiblesse de notre système de santé et de par notre éloignement et notre insularité, les choix de votre gouvernement. Cet article 2, les Outre-mer n'en veulent pas. Cet article 2, nous vous demandons de le supprimer. Merci. Merci. J'entends le terme protéger, mais on en est à la 7e vague. 7e vague. Alors, en quoi le pass sanitaire protège-t-il les uns et les autres? En quoi? Puisque l'on sait aujourd'hui, contrairement aux mensonges du président de la République devant tous les Français le 12 juillet, qui nous expliquait que les personnes vaccinées allaient transmettre 12 fois moins, écoutez, 12 fois moins. Alors avec 90% de vaccinés, comment on est arrivé à la 7e vague s'il n'y a pas de transmission? C'est impossible, donc cela veut bien dire que le vaccin n'empêche en rien la transmission. En rien la transmission. Alors, comment pouvoir fonder une mesure de protection sur une fausse barrière? Et comment présenter un article 2 qui repose là-dessus? Donc ça veut dire qu'en fait, à travers cet article 2, que vous limitez certes au déplacement entre l'Hexagone et les ultramarins, ou l'étranger ou la Corse, vous maintenez cette fiction que le vaccin protège l'autre. Le vaccin peut protéger pour soi-même des effets graves. Il y a des discussions là-dessus, mais admettons. Mais en revanche, la transmission, et oui, on a encore le droit de penser différemment. Et peut-être faites écouter l'Office parlementaire des choix technologiques au Sénat sur les effets secondaires sur les jeunes. Alors oui, le vaccin peut protéger certaines personnes, mais pas tout le monde. Et arrêtez avec cette folie vaccinale. On peut vacciner librement, mais en revanche, le vaccin n'empêche pas la transmission, sinon on ne serait pas à la 7e vague. Alors, la seule mesure possible, c'est un test obligatoire. Est-ce que l'on met un test obligatoire aux frontières? Oui, ça c'est une question. Mais arrêtez de faire semblant avec ce pass sanitaire qui ne sert absolument à rien, si ce n'est à ficher les Français, à distinguer les vaccinés qui auraient tapis rouge et les non-vaccinés qu'il faut emmerder, comme l'a voulu le président de la République. On a vu le résultat, inefficacité, 7e vague. Et je crois qu'il serait temps d'arrêter toute cette usine à gaz pour se concentrer sur l'essentiel et mettre les moyens. Merci. Effectivement, cet article 2 soulève encore davantage d'objections que le premier. Je me souviens tout à fait des débats que nous avons eus il y a à peu près un an de ça, lors des réflexions sur son instauration. On nous garantissait à l'époque que cette mesure devait être temporaire et exceptionnelle. Alors moi, je soulève 3 objections par rapport à cet article 2. Le premier sur le principe du pass sanitaire et son efficacité. On l'a bien vu quand il est entré en vigueur à la fin de l'été dernier, qu'il n'a pas empêché au courant de l'automne une remontée des contaminations, ni la vague de Noël, ni les deux suivantes. Ensuite, la deuxième objection, l'âge à partir duquel il s'appliquerait.
On n'a jamais souhaité ici, sur ces bancs, que la vie de mineurs ou d'enfants de 12 ans se retrouve bouleversée par l'application du pass, alors qu'ils n'étaient pas du tout parmi les publics à risque. Et enfin, vous l'avez dit, il y a eu un débat sur la date sur laquelle ces mesures s'appliqueraient. Et force est de constater qu'il faut des révisions beaucoup plus régulières, puisque tous les 2 mois à peu près, la dynamique pandémique change. Et donc, on ne peut pas se couper du Parlement pendant aussi longtemps et vous donner des prérogatives aussi étendues. La priorité aujourd'hui, bien au-delà du pass sanitaire, ça doit être la situation hospitalière. Réintégrer des soignants, recruter des personnels soignants pour que les équipes soient à nouveau complètes. Éviter la saturation des services d'urgence et de réanimation. Et Dieu merci, ces vagues sont bien moins mortelles que les premières. Et enfin, la logistique vaccinale pour que les personnes qui souhaitent être vaccinées puissent le faire sans attendre des délais qui atteignent parfois 1 mois dans certains territoires. Voilà les priorités de travail et non pas revenir sur un outil qui a fait la preuve d'une chose à l'été, à l'automne dernier, c'est celle de son inefficacité. Plusieurs raisons justifient cette demande de suppression de l'article 2 pour notre groupe. Je dirais que la première, et certainement la plus importante, c'est que nous poursuivons la logique qui est en œuvre depuis maintenant 2 ans et demi, la logique des gouvernements successifs qui ont eu à gérer la crise sanitaire. C'est celle d'une gestion hyper centralisée, voire cadenassée, et en permanence qui demande au Parlement une délégation de pouvoir, soit au Président de la République, soit à son Premier ou à sa Première ministre. C'est encore ici le cas, et donc nous confierions par cet article 2 encore des prérogatives de police sanitaire à la Première ministre, ce qui relève normalement du régime de sortie d'état d'urgence, alors même que celui-ci sera caduc au 31 juillet 2022. Donc on est encore dans des mesures d'exception, des mesures qui dérogent à nos sens aux libertés publiques, mais aussi à ce qui devrait faire le cœur de notre démocratie, c'est-à-dire, en tout cas pour une part, le Parlement. Et donc cette délégation de pouvoir d'une gestion très centralisée est à mon avis un problème, et sa banalisation encore plus. La deuxième raison, c'est le flou qui existe quelque part sur les mesures qui pourraient être prises par décret, et sur la question qui a fait le cœur de nos discussions il y a quelques minutes, sur la question notamment des Outre-mer. Je vous ai entendu tenter d'expliquer à une collègue d'Outre-mer que non, il n'y avait pas de problème et que vous considériez qu'il y avait un traitement indifférencié entre l'Hexagone et les Outre-mer. Écoutez, je vous demande de réécouter ce qu'a dit mon collègue de Guyane en commission. Vous savez ce qu'il a eu à subir et ce que les Guyanais ont eu à subir pendant 2 ans comme traitement quand ils venaient sur le territoire hexagonal? Les tests répétitifs, les attentes hyper longues à l'aéroport sous surveillance policière, alors même que ceux qui venaient en Guyane n'avaient pas à subir ce genre de traitement. Donc essayez pas de raconter aux collègues d'outre-mer ici, n'essayez pas de raconter aux collègues d'outre-mer qu'il n'y aurait pas de traitement indifférencié. C'est absolument inacceptable, et franchement votre attitude est assez honteuse. La troisième raison, c'est les 12-18 ans. J'y reviendrai. Nous défendons, nous aussi, un amendement de suppression de cet article 2 parce que le gouvernement nous demande de nous engager dans un dispositif sans avoir eu la possibilité d'évaluer les dispositifs précédents, que cela soit sur le plan d'un impact positif sanitaire et bien évidemment sur le plan du respect des libertés publiques. Nous sommes opposés à un régime dérogatoire de limitation de nos libertés, de déplacement en particulier, régime dérogatoire de surcroît activable par le seul ministre de la Santé et de la Prévention. Nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement. Je pense que dès le début, il est important que vous l'entendiez. Si, Madame Ménard, au 161. Pardon. Des manques coupables de surcroît sont absents, c'est le cas de le dire, dans cette proposition législative, puisque la gratuité des tests en particulier n'y est pas inscrite. Or, il apparaît que cette mesure serait une mesure efficace qui pourrait concerner bien évidemment tout le monde et qui limiterait d'une façon tout à fait réelle la diffusion de ce virus, puisque c'est bien cela qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà, merci, les raisons pour lesquelles nous appelons à voter contre cet article 2. Merci. J'ai déjà tenté d'expliquer pourquoi le pass sanitaire ne protégeait en rien, était inefficace, puisque le vaccin n'empêche pas la transmission,
Mais au-delà de cela, pour nos compatriotes d'outre-mer, cette mesure est vraiment une discrimination. Et je ne comprends pas comment, après 2 ans et demi de souffrance pour les populations d'outre-mer, on peut continuer à cette séparation. La triste affaire du Covid dans ces départements et territoires aura laissé beaucoup de traces. J'insiste sur mes collègues sur cette colère qu'il y a outre-mer et je crois qu'il serait prudent de l'entendre. Je pense que nos compatriotes d'outre-mer méritent le respect. Et le premier respect, ce n'est pas de réinstituer un pass sanitaire inefficace, inutile, c'est de traiter les problèmes de santé publique comme en métropole d'ailleurs, c'est-à-dire le problème des hôpitaux là-bas, le problème de l'accès à l'eau potable, en un mot, la question des équipements publics dans ces départements et territoires. Cela fait des années qu'on en parle, cela fait des années qu'on fait du surplace, alors il serait peut-être temps de les considérer au lieu d'accroître la fracture entre la métropole et les ultramarins. La prorogation est apparue nécessaire et adaptée d'ailleurs au Conseil d'État et au Conseil scientifique. Elle s'inscrit également dans un cadre global, le certificat numérique Covid qui s'applique au sein de l'Union européenne, et je vous le disais tout à l'heure, qui a été prorogé au 30 juin 2023. Alors on n'est pas soumis à l'Union européenne, c'est juste que si on veut que les Français puissent voyager au sein de l'Union européenne, il faudra bien, en dehors de nos frontières, se soumettre aussi à leurs règles, et celles-ci qui s'appliquent en dehors de notre territoire national. Alors on parle d'un dispositif qui est là pour protéger, j'insiste, protéger tout d'abord tous les Français, notre territoire national, de la résurgence épidémique sur d'autres territoires étrangers. Et donc ne pas faire venir dans notre territoire national de nouveaux variants. Mais j'insiste aussi, ça permet de protéger des territoires qui peuvent être insulaires et qui, pour certains d'ailleurs, ont été Covid-free, que j'entendais quelqu'un ce matin de la Nouvelle-Calédonie qui me disait « Nous, on a eu 18 mois sans Covid ». Eh bien, sans ce dispositif, un territoire qui serait Covid-free, demain, il fait quoi? Il a envie de se protéger. Et d'ailleurs, j'ai entendu hier sur ces bancs notre collègue député Aquaviva qui nous disait que, et c'était demandé même d'ailleurs par les exécutifs locaux, donc je crois qu'il faut aussi entendre la demande des territoires. Ils veulent être protégés si besoin est. Alors, ce n'est pas un chèque en blanc. Moi, j'entends souvent ce mot sur les bancs. Ce n'est pas un chèque en blanc. C'est quelque chose que nous contrôlons. C'est quelque chose qui sera également... Alors, moi, je contrôle, madame, je suis parlementaire comme vous. Vous êtes gentille. Oui. Je contrôle aussi. Je suis parlementaire comme vous. Nous sommes tous parlementaires ici. Nous exerçons tous notre pouvoir de contrôle sur le gouvernement. J'ai aussi entendu en commission et encore aujourd'hui et peut-être même hier une demande de nos collègues, je vais tourner là pour vous voir, de nos collègues républicains qui demandaient effectivement que les exécutifs locaux puissent être consultés. C'est exactement ce qu'il y avait dans le dispositif à l'origine et j'y suis favorable. Et cher Philippe Gosselin, je vous annonce que je vais aussi sous-amender pour que les parlementaires concernés puissent être aussi consultés. C'est comme ça que nous avions voté le dispositif à l'origine. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, c'est comme ça que j'ai envie que ça soit écrit. Et puis, par rapport à une remarque aussi sur l'application de ce dispositif, on est en train de fixer un cadre. Mais bien évidemment, ce cadre, il est global, il est posé, mais il va s'adapter à des situations. Parce qu'on va consulter, parce que justement, on va s'entendre sur des cas concrets, comment on applique ici ou là. Est-ce que ça sera à la sortie de la Corse ou à l'entrée de la Corse? Est-ce que ça sera pour tel ou tel profil? On fixe un cadre, charge au gouvernement, avec tout ce qu'on lui impose de concertation, de poser ensuite ces décrets d'application qui seront bien plus précis. Voilà, j'ai été longue, mais avis défavorable. Les amendements ont pour objet de supprimer une faculté d'exiger la présentation d'un passe frontière. J'hésite sur une faculté. Cependant, l'émergence régulière de nouveaux variants de la Covid-19 à l'étranger, ainsi que l'évolution actuelle de la situation sanitaire, nécessite d'habiliter le gouvernement à prendre ces mesures de freinage, je le répète, si nécessaire. Le Conseil scientifique a estimé cette prolongation proportionnée aux évolutions possibles de l'épidémie. Comme cela a été voté en commission, cette faculté expirera non en mars 2023, comme l'avait proposé le gouvernement, mais comme la commission l'a décidé, en janvier 2023.
Monsieur Di Filippo, les mesures sont prises pour répondre aux problématiques posées par la tension sur les ressources humaines à l'hôpital traitées dans le cadre de la mission Flash et auxquelles j'attache, vous l'imaginez, toute l'attention nécessaire. En raison des pays étrangers avoisinants et parfois leur caractère insulaire, les collectivités d'outre-mer connaissent des phénomènes de résurgence épidémique plus difficilement maîtrisables et une circulation du virus différente de l'Hexagone. C'est pourquoi, Madame Faucillon, il est nécessaire de pouvoir rétablir ce passe-frontière dans l'éventualité d'émergence d'un variant sévère afin de protéger tous les Français. C'est bien le sens de la mesure que nous souhaitons vous proposer, et notamment les populations ultramarines. Monsieur Léaumont, vous signez la nécessité de pouvoir accéder à des tests gratuits. L'arrêté du 1er juin 2021 liste déjà de nombreuses situations permettant d'y accéder gratuitement. Et la pharmacienne que j'étais il y a encore quelques jours vous le confirme. Monsieur Dupont-Aignan, si elle diminue progressivement avec le temps et nécessite un rappel, la vaccination, je le répète, confère bien une immunité efficace permettant de réduire la transmissibilité du virus et le risque de contracter une forme grave. Et oui, n'en déplaise aux antivax, c'est de la réalité. Madame Ménard, tout comme vous, nous sommes attachés à la liberté d'aller et venir et nous aurons l'occasion de discuter dans quelques amendements peut-être des solutions à trouver avec les exécutifs locaux. Pour toutes ces raisons, le gouvernement est défavorable à ces amendements car le but que nous partageons tous ici, c'est bien de protéger tous nos concitoyens. 2 ans et demi après le début de cette épidémie, on pourrait peut-être éviter les simplifications abusives. Alors, traiter d'antivax ceux qui, comme tous les scientifiques, ne confondent pas la protection individuelle et la protection collective à la 7e vague, ça me paraît quand même un peu audacieux. Parce que ça fait quand même maintenant plusieurs mois que la plupart des spécialistes, même le professeur Deray, grand défenseur du vaccin, reconnaît que le vaccin ne donne pas de protection collective, mais une protection éventuelle individuelle. Et donc ce n'est pas un crime de lèse-majesté que de reconnaître qu'à la 7e vague, dans une population vaccinée, cela prouve bien que le vaccin n'empêche pas la transmission et que si vous mettez un pass qui exige un vaccin pour protéger les gens et que la transmission se fait, vous les trompez. Et ça fait maintenant 2 ans que vous ânonnez toujours la même argumentation au mépris de toute réalité. Enfin, il y a quand même un moment, on se demande si on est dans un pays de fous. C'est la 7e vague et vous ne tirez jamais aucune leçon. Alors, il serait peut-être temps de regarder les publications scientifiques, de voir la commission d'enquête du Sénat, de voir les statistiques de l'Union européenne, de voir les statistiques du Sénat américain et de reconnaître qu'il faut peut-être arrêter avec une espèce de tout vaccinal qui ne protège pas la transmission et qui ne l'empêche pas. D'ailleurs, sinon, on ne serait pas à la 7e vague. Donc, un peu, s'il vous plaît, un peu de modestie, ce serait utile. En revanche, il serait peut-être utile de s'occuper des personnes fragiles, de les protéger par exemple avec un masque FFP2 qui les protège vraiment, leur donner un masque chirurgical qui ne sert à rien. Il serait peut-être utile de vérifier la vitamine D et la carence en vitamine D des personnes âgées qui attrapent beaucoup plus la Covid quand elles sont carencées de vitamine D, ce qu'a fait l'Angleterre et ce que se refuse à faire la France. Merci. Je ne sais pas, je n'ose imaginer qui vous a décrit la situation notamment dans les Outre-mer. Je ne sais pas d'où vous tirez cette capacité à vous adresser de l'autocongratulation dans la gestion de cette crise sanitaire, notamment dans les Outre-mer. Je vous le dis très humblement et très modestement, vous devriez revoir votre copie. Et si jamais c'est un cabinet conseil qui vous a pondu des rapports vous disant que tout va bien chez nous et que tout a été bien traité chez nous, ne les payez surtout pas, parce que là, ils ne méritent pas. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Je vais essayer d'être rapide et précis. Lorsqu'ils ont mis en place le pass sanitaire, les Guyanais, pour quitter le territoire guyanais pour venir dans l'Hexagone, devaient faire un test au départ.
Arrivés à Paris, nous étions parqués comme un troupeau de ce que je ne vais pas dire, à l'aéroport pour faire un deuxième test. À l'issue de ce test-là, lorsqu'on devait quitter l'aéroport, on avait une injonction du préfet de Paris d'être assigné à résidence pendant 10 jours sur surveillance policière. Je ne connais aucun autre territoire français qui a eu à subir cela. Aucun. Deuxième chose. Pire, Madame le ministre, pire. Pour que les Guyanais puissent circuler sur leur propre territoire, ils devaient justifier par un pass sanitaire, soit par aller à l'est, soit par aller à l'ouest, ou bien dans l'intérieur. Je n'ai jamais vu un concitoyen des Bouches-du-Rhône par le Pas-de-Calais faire avoir un pass sanitaire. Merci. Le diable, paraît-il, est dans les détails. Et vous savez, je vois quand on demande le retrait de ces amendements, la rédaction qui est la leur et la rédaction qui est celle de l'amendement numéro 37. Ce que mes collègues avaient demandé il y a quelques minutes ou quelques heures, c'est que tout ne se décide pas à Paris, je reprends les termes d'un de mes collègues, mais que ce soit les collectivités qui aient un vrai pouvoir décisionnel en la matière si elles veulent imposer ce type de restrictions à leur population ou à ceux qui viendraient sur leur territoire. La différence entre les amendements que vous demandez de retirer et celui auquel vous souhaitez donner une suite favorable, c'est que les uns demandent un avis délibératif contraignant de la part de ces collectivités, quand le 37 prévoira seulement un avis consultatif. Alors quand vous nous dites on va consulter les exécutifs locaux, quand vous nous dites on va consulter les députés, moi je ne veux pas juste faire une visioconférence avec mon préfet où je dis ce que j'en pense et après on s'assoit dessus et on dit quand même d'après les rapports qui sont à notre disposition de l'administration, on impose quand même cette mesure. Et c'est ce jeu de duplat qui est en train de se jouer ici à cet instant. Moi en tout cas, je ne trouve pas du tout que ce soit de bonne loi.